Donc, j'ai eu un mini-job là où mon Ok. père travaillait à l'ambassade des États-Unis. Mm. J'ai travaillé pendant 21 jours. Mhm. C'est ce qui m'a permis de réunir l'argent avec le salaire que j'ai à gagner pour acheter mon premier boîtier. Donc, je me rappelle très bien de l'appareil que j'ai acheté. Je l'ai acheté à $550. C'était Ok. le Canon 600D. Donc, je l'ai acheté et après quoi, tout est commencé par là. En découvrant maintenant le réflexe que j'avais acheté qui était un hybride qui faisait la photo et la vidéo, je me suis dit, oh, ok, pourquoi ne pas combiner tous les deux? Faisons la vidéo et la photo avec ça. En fait, dans notre pays, pour que tu aies les opportunités que tu veux, par exemple le financement d'une banque, et ainsi de suite, surtout si c'est un premier projet que vous lancez, la première édition, moi on m'a déjà dit ça plusieurs fois que pour une première édition, ça a toujours été difficile et les banques vous accompagnent. Alors en 2024, vraiment, c'était l'année où on voulait vraiment lancer le projet. Et on a y avancé quand même par rapport aux autres années. Donc, au moins, on s'est dit, bon, tant mieux arrêter parce que les choses ne marchaient pas comme on le voulait. Parce que le financement, c'est quelque chose qu'on vous donne, mais il faut que vous ayez dans le clause que vous allez traiter avec eux, que vous devez aussi respecter. Par exemple, si vous devez, ils vont vous accompagner certes en finance, mais Et en contrepartie, voilà. vous devez au moins donner la visibilité à cette entreprise-là. Mais aussi pour l'aspect culturel, moi je me définis également dans ça aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me passionne plus, parce que je suis déjà dans ces domaines-là. Et tout ce qui est comme art, je suis dedans. C'est le premier salon de l'automobile à Kinshasa. Ça va réunir beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup des entreprises, beaucoup de filiales automobiles. Ok. Je me définis dans ça, j'aime travailler dans ça. Pourquoi? Parce que ça me permet de me booster au-delà de ce que je sais déjà. Chancel Matondo est fondateur de Road Corporate, cabinet de communication et événementiel basé à Kinshasa. Photographe professionnel et expert en planification événementielle, il a débuté dans le wedding planner avant de s'imposer dans l'organisation d'événements culturels et corporate à grande échelle. Il est aussi l'initiateur des African Photography Awards, la première cérémonie en RDC dédiée aux photographes et artistes visuels. Dans cet épisode, il partage son parcours, le défi de l'événementiel en RDC et les projets ambitieux qu'il prépare avec son équipe. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour soutenir ces podcasts qui mettent en lumière le talent et bâtisseurs du pays. Bonjour Chancel, Moi je sens. c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur notre plateau de podcast Expérience. C'est un plaisir pour moi également. Ok, nous allons parler aujourd'hui de ton parcours. Comment tu as découvert la photographie? Alors, tout a commencé, je pense que j'ai été passionné très longtemps de ces domaines du multimédia. J'ai commencé étant que caméraman, ça date de longtemps. J'ai commencé la formation en 2010 chez mon beau-frère qui était caméraman au studio Sangomalam. C'est lui qui m'a appris les bases de la prise de vue. Et c'est en 2014 que j'ai commencé ces métiers en tant que photographe. Répondre à la question comment j'ai découvert la photographie. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé au départ? C'est l'art, la technique ou l'envie de prendre que des images? Alors, dès le départ, j'étais vraiment, comme je dis, j'étais passionné de ce domaine de multimédia. Lorsque je voyais mon beau-frère travailler au studio Sangmalam, en tout cas, ça m'a motivé également d'apprendre ces métiers. Et c'était comme cette passion qui était née en moi par son canal. Il m'a pris par son aile et m'a appris de base. C'est là que j'ai découvert ces métiers. Donc c'est la passion qui m'a animé à apprendre ces métiers. Ok. Est-ce que tu peux te souvenir de ton appareil, le premier appareil photo que tu t'es procuré? Alors, Puis comment tu t'es procuré? tout a commencé en 2014. Donc, après avoir obtenu mon bac, j'ai commencé l'université. Parce que déjà à l'époque, lorsque j'ai appris en 2010, je travaillais avec mon beau-frère de 2010 à 2012. Et à 2013, j'ai eu mon bac. Lui, il avait quitté le pays. Et moi, j'étais resté. Alors, j'avais plus d'appareils. Parce qu'à l'époque, on utilisait les petites caméras, des mini-caméras qu'on utilisait pour le reportage. Et c'est en 2014 j'ai eu cette envie de commencer moi-même en fait à travailler sur mon propre compte.
Alors, dans ces cas, je n'avais pas d'appareil. Je ne savais pas comment commencer, par où commencer. Parce qu'à cette époque-là, j'ai eu à faire des tours au centre-ville pour chercher comment est-ce que je pouvais m'en procurer. Et les appareils à cette époque-là, ça coûtait tellement cher. Mhm. Ça coûtait des $600. C'était quand même beaucoup d'argent à cette époque-là. Je Vraiment. commençais l'université à peine. Je savais comment réunir les $600. Et même si tu commençais à demander, c'était très difficile Ouais. pour réunir cet argent. Donc, j'ai eu un mini-job là où mon Ok. père travaillait à l'ambassade des États-Unis. Mhm. J'ai travaillé pendant 21 jours. Mhm. C'est ce qui m'a permis de réunir l'argent avec le salaire que j'ai eu à gagner pour acheter mon premier boîtier. Donc, je me rappelle très bien de l'appareil que j'ai acheté. Je l'ai acheté à $550. C'était Ok. le Canon 600D. Donc, je l'ai acheté et après quoi, tout est commencé par là. Dis-moi, tu as appris à l'État? Comment? Tu as appris à l'État ou bien tu as fait de formation pour maîtriser la photographie? Alors, lorsque j'ai acheté mon premier appareil, mon premier boîtier, comme on l'appelle, j'avais d'abord l'envie de continuer la vidéographie que je faisais avec le reportage, ainsi de suite, comment je voulais continuer avec ce que je faisais avant. Ok. En découvrant maintenant le réflexe que j'avais acheté qui était un hybride qui faisait la photo et la vidéo, je me suis dit, oh, ok, pourquoi ne pas combiner tous les deux en faisant la vidéo et la photo avec ces mêmes boîtiers. Et c'est après, en le faisant comme étant un amateur, Mhm. je commençais à le faire, ainsi de suite. Mais c'est juste après, en rencontrant mes mentors, qui est Didier Malongo et Anthony Méric, ce sont des personnes qui m'ont encadré dans la vie professionnelle. Donc, tout est parti par avoir un boîtier. Et après ça, tout est parti pour être un professionnel aujourd'hui. Bon, en fait, tu n'es pas devenu professionnel directement. Voilà. Voilà, tu es passé du passionné Oui. au professionnel. Dis-nous un peu, comment est-ce que tu es passé du du passionné à professionnel? Tout est parti sur base de la motivation que j'avais d'apprendre. Ok. Alors, la photographie, c'est pas simplement le domaine de prendre l'appareil et commencer à faire des photos. Mhm. Certes, il y a aujourd'hui des personnes qui travaillent là-dessus, qui font des photos comme en étant des amateurs, si je peux les dire comme ça, mais la motivation que j'avais à cette époque-là, qui m'a amené dans la vie professionnelle, m'est poussé à apprendre de plus en plus sur ces métiers. Donc, j'ai appris auprès de ces personnes que j'ai citées tantôt. C'est eux qui m'ont appris de base certaines choses pour arriver dans la vie professionnelle, dans ces métiers de la photographie. Ah, ok. Quel type de photo te plaisait le plus à faire? Portrait, événement, quoi? Alors, dans mon parcours, j'ai eu à plus à travailler sur l'événementiel. J'ai travaillé plus dans l'événementiel. Alors, ce sont plus les événements qui m'ont caractérisé dans mon parcours dans la photographie. Dans l'événementiel, quand on parle de l'événementiel, il y a le mariage là-dessus, il y a les événements culturels, les concerts, il y a tout ce qui est comme événements et conférences. Ce sont Mhm. dans ces domaines-là que j'ai beaucoup plus évolué. Alors, ce sont, en fait, c'est l'événementiel qui me caractérise plus. Ce sont des clichés de l'événement parce que dans l'événement, j'aime beaucoup cette branche de la photographie parce que ça permet à un photographe de mieux s'exprimer. Ok. Parce que lorsqu'on est sur terrain, on a cette adrénaline qui nous monte de chercher à obtenir le meilleur des clichés. C'est différent en fait avec la photographie portrait ou bien les autres. Mais en étant sur terrain, en couvrant un événement, on a cette envie de chercher le cliché parfait, de chercher Ok. la photo phare. Cette adrénaline, ça m'a animé depuis longtemps. C'est pourquoi j'aime beaucoup travailler dans l'événementiel. Quel a été le plus grand défi dans ce métier? Alors, je dirais en général, les grands défis que nous rencontrons, pas simplement moi, c'est l'instabilité du marché de la photographie dans notre pays. Je m'explique. La photographie aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur énormément par rapport à l'ancien temps. Et l'instabilité que je parle en termes de marché, ça vient plus au côté offre client et prestataire. Dans ce domaine, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui
le marché, ou soit le contrat que tu peux faire à $500, il y a d'autres qui le font à $100. Mhm. Donc, cette instabilité, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, la photographie, bon, personnellement, je peux dire que c'est parmi les difficultés que nous rencontrons, pas simplement moi, mais la majorité de photographes dans notre pays. J'ai même suivi récemment un photographe faire une proposition si on pouvait réunir en fait l'ensemble des photographes, essayer de normaliser le prix afin que ce qui est payé à $500 reste à $500. Ok. Donc cette instabilité, c'est ce qui est vraiment un grand défi pour ce domaine de la photographie dans notre pays. Parmi les événements, est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué? Ah oui, je dirais il y a un événement qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle, c'était en 2023 et c'était pendant la campagne électorale. On était avec le chef dans lequel j'étais en train de travailler dans le corporate, dans le photographie institutionnelle. J'étais le nom. On était descendu pour la campagne dans sa ville, dans sa province natale. Et lorsqu'on est descendu, c'était déjà très tard et la pluie a commencé. On a eu à travailler sous la pluie. On a couru des kilomètres, on a fait le kilomètre à pied, des kilomètres, je dis, sous la pluie en train de travailler. C'était pour moi la première expérience que j'ai vécue en étant photographe. Et c'était la plus belle expérience que j'ai vécue, de souvenirs. Et même quand je regarde les clichés que je fais ce jour-là, ça reste pour moi la plus belle expérience parmi tant d'autres que j'ai vécues dans le domaine de la photographie. Ben, actuellement, tu es dans la photographie institutionnelle ou bien tu fais c'est l'événementiel, puis dans le mariage ou autre. Actuellement, je suis en train de travailler dans la photographie institutionnelle. Donc, je suis photographe au ministère de Mines. J'accompagne le ministre Louis Watoum Kabamba dans ces ministères. Ok. Donc le marché de wedding, mariage et Simba Souté. Bon, C'est Natumbo, Natumbo ni non, photographe. il faut quand même qu'on se le dise. Ah, Actuellement, on remarque certes, il y a eu l'ouverture dans ces catégories de la photographie institutionnelle. Parce que si vous remarquez bien, à l'époque, il y avait peu de photographes qui étaient dans l'institution. ok. Il y avait vraiment peu de photographes. C'était en compte-gouttes que vous pouvez trouver tel photographe est dans telle institution. Alors actuellement, vu les enjeux de la communication, ça demande également que les institutions soient accompagnées également des images. Quand on parle des images, il y a la photo et la vidéo. Ce ne sont pas que simplement les photographes qui sont dans les institutions, il y a aussi les vidéastes qui sont dans les institutions. Il y a même, au-delà de la photographie et la vidéographie, il y a aussi le digital qui est entré dans le ministère, dans tout ce qui est comme institution. Donc, je ne dirais pas qu'on a abandonné le marché de mariage et tous les autres, on le fait, c'est qui est sûr. Mais au moins, il y a eu quand même des ouvertures dans ce secteur qu'on apprécie. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Il faut se rappeler sur un marché pour un cabinet et un mariage. Ouais. Le choix, tu as quel genre de choix? Bon, déjà, Non, papa, tu dois être clair. Tu me dis que au Kenya, le marché, boy, est-ce que tu es bien photographe, au moins dans l'institution? Ouais. Bon, ça dépend, mais la plupart des institutions, ils ont de missions, de gauche à droite. Ouais. Mais le mariage est dans la saison. Il y a des saisons de mariage et puis il y a des saisons. Mais yo, maintenant, personnellement. Je peux argumenter ma réponse. Bon, alors tu peux argumenter. Parce que, en fait, si je dis je choisirais le mariage, je risque de faire fuir mes clients, en fait. Dans ce sens-là. En fait, les corporates dans les institutions, c'est très important aussi. Également, pour le mariage, comme vous venez de le dire, il y a une saison où il y a une forte demande de la photographie côté mariage. Il y a vraiment une forte demande, comme vous connaissez la saison. Et mais pour le corporate, on le fait à temps plein. On le fait chaque jour. Ah. Alors que le mariage, c'est très souvent le week-end qu'on a besoin de nous. Alors, c'est que nous donne largement du temps d'être corporate et également de s'associer également pour les weddings. Ok, là tu as bien répondu. On va faire la transition vers l'événementiel. D'accord. Tu es également chef d'entreprise, tu gères une entreprise basée sur l'événementiel. Dis-moi, à quel moment as-tu senti l'envie
d'évoluer dans l'événementiel? Moi, je pense que j'ai commencé l'événementiel il y a longtemps. Longtemps, c'est Ok. dire, lorsque j'étais encore élève, si je peux le dire comme ça, à l'école secondaire, on avait des événements qu'on organisait, de shows, où il y avait des écoles euh, réputées qui organisaient ainsi de suite chaque année. Ok. Alors, dans mon école, j'ai organisé des événements dont j'étais la tête d'affiche, donc la tête de l'organisation, dans la tête de l'organisation. Des C'était événements les en événements caractère à culturel? caractère culturel, voilà. Ok. Alors, le premier événement que j'ai organisé, c'était à Le Manoir. C'était juste après le Miss Vodacom. C'était pour le compte de l'école. Donc, c'était le groupe d'organisation dont j'étais l'en-tête. On a invité plusieurs. À cette époque-là, il y avait des DJ qui faisaient le bruit dans la ville. Mhm. Ensuite, j'ai organisé mon deuxième show. C'était au, c'était au Romeo Golf. Et juste Ok. après le Marche Academia. Mhm. Donc, j'ai découvert ma passion il y a longtemps dans le domaine de l'événement. Mais je pense, c'est en 2019 que j'ai eu vraiment cette envie de commencer. C'était pendant la Covid. Ok. Alors, pendant la Covid, lorsque tout le monde était renfermé à la maison, pendant Mhm. que le monde était dans le chaos total, Ah. c'est là où j'ai ces déclics-là de commencer avec l'événementiel. Un bon jour, j'étais à la maison, j'étais en train de m'ennuyer. Je ne sais pas quoi. Il y a eu cette envie de commencer à écrire mes projets. Et la plupart des projets que j'ai à développer, à écrire, c'était toujours dans les domaines événementiels. C'est une parenthèse. Je pense que la Covid, c'était une période où il y a eu beaucoup de gens qui ont découvert plusieurs choses dans leur vie. Il y a aussi d'autres qui ont fait de nom, d'autres qui ont monté leurs entreprises pendant cette période. Tout comme ça peut dire que peut être dans une mauvaise période où pouvait sembler que cette période-là est mauvaise pour tout le monde. Mais c'est dans ces moments-là qu'il y a d'autres personnes qui trouvent les opportunités. Vraiment. Comme même il y a Kabilen, qui est aujourd'hui l'influenceur le plus connu. Et là, il a démarré pendant la période de Covid. Moi, je Ok. pense que c'était cette période-là qui m'a donné les déclics pour commencer avec les événements. J'ai écrit mon premier projet pendant cette période-là. Ok. Et c'est en 2020, en 2020, c'est en 2021 que j'ai à commencer à vouloir les lancer. Et c'était déjà un peu difficile parce que vous venez de sortir de la période Covid. Et toute cette période qui a suivi, c'était difficile que vous ayez le financement, ainsi de suite. C'était vraiment très compliqué. C'est-à-dire lancer l'entreprise, bien Non, lancer. l'entreprise, en fait, le projet, j'ai commencé à écrire mes projets très bien avant. Ok. Dans ces projets-là que j'avais écrits, des événements, je voulais travailler en collaboration avec d'autres personnes. Ok. Là, ce n'était pas encore mon entreprise en soi. Là, je continuais toujours avec le domaine de la photographie, mais je voulais au moins me spécialiser également dans l'événementiel, mais tout en collaborant avec d'autres personnes. Ok. Et c'est dans cette période-là que nous avons voulu lancer le projet que j'avais mis au point avec d'autres partenaires, malheureusement. Avec la situation qui était mondiale, c'était vraiment difficile de lancer, de travailler sur les événements. C'était vraiment les circuits. En fait, les terrains n'étaient pas encore propices pour travailler sur les événements. Et après quoi, les choses se sont quand même améliorées. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment motivé et qu'est-ce qui a été le déclic en fait? J'ai dit bon, malgré les difficultés, je dois quand même évoluer, avancer. Alors, cette motivation, moi, je pense que c'est de la même façon que la photographie m'a retenu à ne pas abandonner parce que ça n'a pas aussi été rose chaque fois. Ok. Travailler dans la photographie, c'est pas question de faire le photo aujourd'hui livré, tout est rose. Il y a aussi des difficultés, mais tellement que si tu aimes le métier et que tu es passionné dans ce domaine-là, Hmm. tu vas continuer malgré les obstacles. Moi, je Ok. pense que au-delà de tout ce qui était comme problème, au-delà de tout ce qui était comme manque de financement, ainsi de suite, je n'ai pas voulu abandonner. Je me suis dit, bon, tout ne marche pas d'un coup. Il faut continuer, il faut persévérer. Et au fil du temps, les voies s'ouvrent et puis les choses passent autre chose. Est-ce que ton passé de la photographie t'a aussi aidé dans l'événementiel? Tout à fait, parce que déjà, en étant photographe, déjà que je voulais plus dans l'événementiel,
la plupart du temps, nous côtoyons également des personnes qui sont les organisateurs des événements ou bien on peut vous associer d'une manière ou d'une autre à l'organisation des événements. C'est dans ces sens-là, on apprend également. Donc, lorsque vous apprenez que des autres, ça vous permet également de s'améliorer, de comprendre comment les circuits marchent dans les domaines événementiels. Donc, je pense que la photographie m'a beaucoup aidé. Déjà, si vous travaillez, j'ai accompagné aussi d'autres couples dans l'organisation de leur en tant que wedding planner. Alors, je pense que ce sont des éléments, ce sont des terrains qui nous ont vraiment beaucoup aidés à Ok. comprendre, à maîtriser les domaines, à avoir plus d'astuces et de comprendre comment est-ce que les choses marchent et l'appliquer aussi dans les autres secteurs. Je pense que la photographie nous a vraiment aussi beaucoup aidé et aussi nous a ouvert beaucoup de portes, je pense, dans ce sens-là. Est-ce que tu peux essayer tenter de décrire un peu ton premier événement? Comment tu as procédé? C'est un peu de le Ok. décrire. Mon premier événement, déjà, je suis promoteur et initiateur du trophée African Photography Award. C'est le trophée qui vise à récompenser les artistes photographes et des arts visuels. Alors cet événement, cet award, je l'ai écrit aussi il y a longtemps. J'ai tenté de le réaliser plusieurs fois depuis 2022. Ça n'a pas tenu. 2023, ça n'a pas tenu. 2024, ça n'a pas tenu. Et on est à 2025, on a réalisé ça en 2025. Le parcours, c'était très difficile. Difficile dans le sens où déjà, il faudrait... euh, dans mes projets, c'est que sûr, je suis très ambitieux dans tout ce qui est comme organisation. Et ça m'a demandé aussi beaucoup En termes en d'argent, termes d'argent et en termes de logistique, l'argent, ainsi de suite, ça m'a demandé beaucoup. Et étant donné que les financements dans notre pays, c'est difficile que vous puissiez être accompagné dans un premier projet. Donc, lorsque vous lancez votre premier projet, vous trouvez un financement facilement, c'est vraiment tout un problème dans on notre n'a pas, pays. on n'a pas frappé, on n'a pas trouvé une banque ou trouvé des financements. En fait, dans notre pays, pour que tu aies les opportunités que tu veux, par exemple le financement d'une banque, ainsi de suite, surtout si c'est un premier projet que vous lancez, la première édition, moi on m'a déjà dit ça plusieurs fois que pour une première édition, ça a toujours été difficile que les banques vous accompagnent. Ils demandent beaucoup de garanties, Voilà. beaucoup d'éléments et Et tout rien n'est ça facile. rassurant que vous allez Rembourser. produire. Pas rembourser parce que le financement, c'est quelque chose qu'on vous donne, mais il faut que vous ayez dans le clause que vous Mm. allez traiter avec eux, que vous devez aussi respecter. Par exemple, si vous devez, ils vont vous accompagner certes en finance, mais en Ok, contrepartie, voilà. vous devez au moins donner la visibilité à cette Ah, entreprise-là. ok. Par exemple, Là, c'est alors, l'accompagnement, ok. oui, on vous accompagne dans le financement ou bien ça dépend de ce que vous demandez à la banque ou bien Et, à ah, l'institution. Lorsque vous demandez, vous devez aussi avoir les garanties que vous allez leur offrir quelque chose de très consistant. ok. Alors, mais déjà, pour avoir déjà cet accompagnement-là, ça a toujours été vraiment un problème pour une première édition. Comme je dis, j'ai tenté plusieurs fois, ça n'a pas été facile pour avoir des personnes pour vous accompagner. Alors, il fallait au moins déjà avoir quelque chose de réalisé pour au moins peut-être espérer avoir un accompagnement. Alors, en 2024, vraiment, c'était l'année où on voulait vraiment lancer le projet. Et on a y avancé quand même par rapport aux autres années. Mais au moins, on s'est dit, bon, tant mieux arrêter parce que les choses ne marchaient pas comme on le voulait. Le problème, c'était aussi parce que les ambitions qu'on avait de ces projets, la grandeur de ces projets qu'on voulait lancer était aussi énorme et ça nous demandait aussi beaucoup. Et c'est en 2025 que nous sommes mis sur la table avec l'équipe. On s'est dit, bon, voilà, étant donné que c'est difficile de trouver des personnes pour nous accompagner comme ça, tant mieux, faire avec le moyen de bord. C'est les sponsors, c'est ça? Les sponsors, voilà. Pour trouver les sponsors, comme c'est un peu difficile pour l'instant, alors faisons-le avec le moyen de bord. On s'est concerté, on a mis 2 points, on a trouvé 2 points qui allaient nous aider à le réaliser. Et par la grâce de Dieu, on a pu avoir les sommes qu'il fallait. On a Ok. fabriqué le trophée en Chine. On a fait tout ce qui était comme organisation à faire pour l'événement. Et par la grâce de Dieu, on avait trouvé une salle. On avait donné une salle. C'était une Ok. salle qui nous a aidés au Wallonie-Bruxelles. C'est à partir de là que nous avons eu à lancer notre première édition. Donc la première édition, c'était quelque chose qu'on a eu à préparer depuis longtemps. Mais faute d'accompagnement, gloire à Dieu, lorsqu'on a eu à commencer cette édition,
Juste au milieu, on a commencé à voir des gens qui commençaient maintenant à nous accompagner. Nous avons eu quand même des partenaires qui nous ont accompagnés dans cette première édition, quand même des partenaires pas petits, hein. C'est quand même de grands partenaires qui nous ont accompagnés et qui nous rassurent aussi pour les prochaines éditions qui vont être là. C'était alors à la première édition, nous sommes basés avec le jury. Nous sommes basés sur le critère qui était, d'abord nous sommes passés par la présélection dont le jury avait les mandats de trouver le profil idéal pour la sélection. La présélection a été faite sur base de plusieurs critères, dont la prise de vue, la qualité, ainsi de suite. Et maintenant, à la deuxième édition, nous allons faire autrement. Parce que là, on est parti sur base du choix qui ça a été fait à l'interne. Dans la présélection, ça s'est fait à l'interne avec le jury. Dans la deuxième édition, nous allons faire l'appel à la candidature dont chaque candidat aura à soumettre sa candidature. Et sur base de critères que nous allons dévoiler pendant la pointe de presse, que nous allons essayer maintenant de donner comment est-ce que les candidats vont être sélectionnés durant la deuxième édition. Ah, ok. Là, c'est toujours limité à la photographie, il n'y a pas d'autre. Non, la African Photography Awards, comme je l'ai dit tantôt, ne récompense pas simplement les photographes. Ok, Il y a aussi les vidéastes, donc tout ce qui est comme art visuel. art visuel. Donc il y a les designers qui sont récompensés, il y a les Ok, photographes qui sont récompensés, il y a les réalisateurs, comme je l'ai dit tantôt, il y a aussi les personnes qui accompagnent les arts visuels. Donc les artisans, toute personne qui accompagne tout ce qui est comme domaine dans les arts visuels, ils sont également récompensés. Donc ce n'est pas simplement limité pour les photographes. Que le ministère de la Culture est informé ou bien vous avez l'accompagnement de ces ministères-là? Bon, je suis désolé de le dire sur le plateau. Lorsqu'on a commencé à préparer la première édition, nous avons eu à toquer à la part du ministre. Et malheureusement, on n'a jamais été reçu. Peut-être que vous n'avez pas trouvé de bonne personne. Bon, si je peux le dire encore, on était en contact avec le conseil culturel. Oui, bon. Et malheureusement, on n'a pas eu l'accès à revoir le ministre. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Souvent parce que j'ai eu à entendre beaucoup de choses sur X projet a été bloqué, ils n'ont pas pu voir le ministre, telle personne n'ont pas eu la facilité de croiser le ministre. Ok. Je pense que je ne suis pas le seul. Mhm. Nous ne sommes pas le seul à déplorer qu'il y a des projets culturels qui n'ont pas eu à voir l'accompagnement du ministère de la Culture. Et pourtant, ça pouvait être facile parce que c'est le domaine. Non, normalement, mais si seulement si les personnes du ministère de la Culture nous suivent, je pense que ce sont des initiatives encouragées de Bien voir sûr. de jeunes qui s'élancent dans l'entrepreneuriat et ils ont besoin de l'accompagnement d'autorités. Bien sûr. Et voilà. Et déjà, si je peux le dire, African Photography Award est le premier award qui récompense les acteurs de l'audio, des arts visuels. Ok. C'est la seule et l'unique qui est dédiée réellement aux arts visuels. Parce qu'il y a plusieurs awards qui s'est fait dans notre pays. Ok. En tout cas, je ne peux pas citer le nom, il y en a plusieurs. Mais qui récompense uniquement les arts visuels, nous sommes le seul. Mais malheureusement, pour avoir l'accompagnement, là jusque-là, on n'en a pas encore. Mais nous espérons peut-être pour la deuxième édition, Ok. nous aurons certainement les ouvertures auprès du ministre et toutes les structures qui vont dans ce sens-là. Bon, il y a une question qui est-ce que la photographie, bon, je retourne un peu dans la photographie, est-ce que la photographie est vraiment structurée? Est-ce qu'il y a une structure, même sur le plan droit d'auteur, que nous savons que dans le monde organisé, on ne peut pas utiliser une image sans payer un droit. Comment ça se passe chez nous? Bon, ce qui est sûr, il y a quelque chose que nous avons eu à discuter aussi avec d'autres personnes concernant le droit d'auteur. Dans notre pays, il y a plusieurs choses que nous, on néglige et ou soit on met de côté, qui est très important, surtout les droits d'auteur. Les images peuvent être utilisées, certes, il y a d'autres qui se sentent à l'aise lorsqu'on utilise ces images sur une publication, ainsi de suite, sans pour autant même être mentionné. Et pourtant, c'est pas logique.
Les images que nous produisons doivent également être soumises à droit d'auteur. Même il y a des gens aujourd'hui, si vous avez un client où vous faites le photo et vous publiez ces photos sans son autorisation, il a le droit de vous poursuivre. Parce que Effectivement. ce sont des accords que vous tissez avec la personne. Alors dire qu'ici, il y a des structures qui sont mises en place pour, pour, pour- pour notre domaine de la photographie, qui structurent certains domaines, jusque-là, à moins que je me trompe, je n'ai pas encore entendu. Il n'y a pas de structure jusque-là. Jusque-là, non. Il y a pas, à part, il y a Sokoda qui est pour le droit d'auteur, qui est là, pour le Artistes droit d'auteur pour musiciens. les artistes et musiciens, je pense bien, ou les droits tiers, je pense bien. Mais il n'y a pas d'autres structures accréditées ou bien qui sont mises en place simplement pour tout ce qui est comme domaine de la photographie ou bien des arts visuels en général. Je n'ai pas. Il y a des associations qui sont créées pour la photographie ou les caméramens. Mais une structure qui réunit toutes ces personnes-là, jusque-là, à moins que je me trompe, je ne suis pas encore informé sur ces structures. Bon, on retourne à l'événementiel. Ouais. Et comment tu définis ton style en tant qu'organisateur? Je me définis plus sur le style corporate Ok. et style culturel. Donc je suis partagé dans ces deux styles-là. Pourquoi? Parce que déjà dans le corporate, j'organise tout ce qui est comme événements, conférences, événements corporate pour les entreprises et ainsi de suite. Ok. Alors dans le culturel, c'est parce que j'accompagne également cet événement qui est Award. De là Ok. du tout, je suis promoteur de cette initiative. Donc je me définis dans ces deux styles. Tu préfères C'est sûr. gérer quel type? Alors, je préfère gérer tous les deux, ce qui est sûr. Pourquoi? Parce que il faut aimer ce que vous faites pour se mettre vraiment dans la peau et donner le résultat qu'il faut. Je m'explique. Dans le corporate, par exemple, il y a un événement que nous organisons pour cette année qui commence en 2025. Ok. C'est le premier salon de l'automobile à Kinshasa. Ça va réunir beaucoup de gens, beaucoup des entrepreneurs, beaucoup des entreprises, beaucoup de filiales automobiles. Ok. Je me définis dans ça, j'aime travailler dans ça. Pourquoi? Parce que ça me permet de me booster au-delà de ce que je sais déjà. Ça me permet de voir au-delà de mes limites. Ça me permet de travailler plus ma conception, de travailler plus mes réflexions, de travailler plus tout ce qui est comme attitude pour tenir un très grand événement comme tel pour sa première édition, mais aussi pour l'aspect culturel. Moi, je me définis également dans ça aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me passionne plus, parce que je suis déjà dans ces domaines-là. Ok. Je suis dans ces domaines et tout ce qui est comme art, je suis dedans. Donc, du coup, je ne peux pas me séparer de tous les deux pour dire que non, j'apprécie plus l'autre et je néglige l'autre. Je suis vraiment à fond dans tous les deux domaines et je Ok. pense que c'est dans ces deux choses, dans ces deux styles que je dois me définir dès à présent. Bon, en fait, est-ce que tu as un modèle, tu as un mentor, quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré dans ce domaine? Bon, dans notre pays, c'est que sûr, il y a plusieurs organisateurs d'événements que je respecte beaucoup, que je n'ai pas eu vraiment à côtoyer de plus Ok. près, mais aussi, même si de suivre de plus loin. Mais simplement, ma démarche était plus basée sur des recherches. Je travaille plus sur ce que je vois à l'extérieur. Je me réfère plus sur des recherches que je fais à l'extérieur que ce que je vois ici. C'est pourquoi parfois j'essaie d'importer ce que je ne vois pas dans notre pays et le faire dans notre vie, dans notre pays. Ce que je ne vois pas ici, j'essaie vraiment de l'amener ici. Donc je Ok. me définis plus dans des recherches en se basant sur ce que je vois sur place. C'est que sûr, il n'y a pas de limite dans Mhm. ce domaine de l'événementiel, mais il suffit juste de pousser un peu plus de réflexion plus loin et on va trouver le bout du tunnel. Bon, dis-moi, quelles compétences clés tu as développées dans l'événementiel? J'ai développé plus le sens d'écoute et travaillé plus en collaboration avec le partenaire et aussi avec l'équipe que je suis en train de gérer. Ce sont les compétences qui est très, très important pour un organisateur d'événements parce que vous serez obligé de travailler avec une grande équipe plus large même ce que vous avez. Il faut savoir écouter tout le monde parce que là où vous voyez peut-être les autres ne voient pas de la même façon. Là où vous pouvez avoir des limites, les autres peuvent vous aider.
Donc, il faut avoir ce sens d'écoute-là, c'est très important en Ok. étant organisateur des événements. Moi, je te pose la question est de savoir si aujourd'hui, on te donnait, par exemple, l'organisation de, euh, disons, de la CAN, Coupe d'Afrique en RDC, par rapport à ce que tu as acquis comme compétences dans l'événement, dans les corporates événementiels, est-ce que tu seras en mesure d'organiser un tel événement? Je me dis toujours quelque chose. Tout ce que l'esprit conçoit, tout ce que l'esprit croit, on peut le réaliser. Dans l'événementiel, je me sens capable aujourd'hui, peu importe l'événement, je suis capable avec mon équipe de tenir cet événement. Tout commence par avoir l'essence de savoir établir le projet, développer le projet, le mettre à la disposition du client pour que ce soit aussi recevable. Parce que déjà, vous me proposez un tel projet, il faut que je sois aussi capable de le présenter. Parce que c'est quelque chose qu'on vient vous proposer. Et vous devez être aussi à mesure de proposer le résultat que le prestataire ou bien plutôt le client voudra avoir à la fin. Il faut être aussi capable d'abord de savoir élaborer le projet, de le mettre aussi sur papier présentable et que le projet soit aussi vendu auprès des clients. Alors moi aujourd'hui, comme je dis, je suis expert dans l'élaboration de projets. Je suis capable aujourd'hui que vous me présentez un projet, je vous amène un projet très bien élaboré et de vous produire un résultat à la fin. Donc, Cannes 2028, on peut proposer Chancel. Bien sûr, je suis capable. Vraiment, oui. Hein. Je sens que les ministres des Sports écoutent. Hein. Oui. Il faut tenter, il faut essayer avec le dynamique de jeunes. Oui, je dirais aussi, en fait, il faut être sûr de toi, sûr de soi, et aussi repousser ses limites. Ça arrive parfois aussi à avoir un contrat que tu estimes que tu ne serais peut-être pas capable de le réaliser. Là, c'est ton intérieur qui te le dit. Si tu te contentes à écouter ce que ton intérieur te dit, tu ne vas pas aussi arriver. Ah oui. Donc, il faut ce qu'on appelle dépasser. Il faut toujours se dépasser. Il faut toujours se dépasser. Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis, lorsque je voyage, je vois les événements que j'assiste à l'extérieur, je me dis, bon, ok, nous sommes aussi capables de le faire dans notre pays. Il n'y a rien qui nous manque, en fait. Certes, il y a des matériels que tu peux peut-être importer, mais au moins, il n'y a rien qui nous manque. Nous avons les ressources, nous avons les ressources humaines, nous avons le pays qui est potentiellement béni avec tout ce qui est comme ressources qu'on peut chercher. Et je ne parle pas des les ressources minières. Tout ce qui est comme ressources que nous avons dans notre pays, même la population, c'est une ressource. Nous avons des talents énormément dans notre pays. Si vous regardez ce que les jeunes peuvent produire aujourd'hui, moi je me dis qu'il faut aujourd'hui que l'État ou bien le monde puisse donner aussi la chance à la jeunesse. Nous sommes capables de produire des résultats que nous voyons à l'extérieur. L'événement que nous allons tenir cette année qui commence est un très grand événement qui va réunir beaucoup de gens et ça va être organisé par des jeunes. C'est une entreprise qui est dirigée par des jeunes et ça va être réalisé par des jeunes. C'est pour juste donner ce goût-là que les jeunes ont aussi la capacité, ont le pouvoir de réaliser de grandes choses. Simplement, c'est pas simplement l'effet d'être influenceur qui est à la mode aujourd'hui, mais les talents que nous avons peuvent être aussi au service de notre pays et aussi faire de grandes choses dans ces pays. Ah oui, moi je pense que tu n'as pas tort. Hein. Le Congo, le pays regorge talentueux. Nous préférons faire appel aux talents externes ou bien aux experts extérieurs étrangers et sans tester ceux qui sont à l'intérieur. Ouais. Certes, chez nous au Congo, il y a quoi peser belé quoi. Voilà. Bon, on ne veut pas critiquer ceux qui gèrent, mais seulement c'est un constat. Oui. Testons, essayons le talent en interne. Voilà. On continue. Tu travailles certainement accompagné d'une équipe, oui. Mais dis-moi, comment est-ce que tu sélectionnes? Déjà, si je peux le dire comme ça, l'équipe qui est actuellement avec moi,
Nous avons eu à commencer très longtemps avec eux. Ils sont des collègues qui ont cru en moi déjà et qui se sont aussi donné corps à âme pour me suivre même à l'aveugle. On n'a pas encore commencé à faire le recrutement comme tel, pour dire que nous procédons par tel ou tel. Moi, les personnes qui me suivent sont des personnes très compétentes dans divers domaines. Alors, il y a d'autres qui sont très qualifiés en termes de logistique. Il y a d'autres qui sont très qualifiés en termes d'élaboration de projet aussi. En fait, toutes ces personnes, ce sont des personnes que j'ai eu à côtoyer il y a longtemps. Et en leur présentant le projet, ils se sont dit, OK, on te suit, travaille, et voilà, là où nous sommes avec eux. Mais une fois qu'on commencera à faire les appels d'offres, je pense qu'il y aura des critères pour comment est-ce qu'on va sélectionner les personnes qui vont nous rejoindre dans notre pays. Il y a plusieurs départements en fait qui sont gérés par chaque personne qui sont dans leurs responsabilités. Il y a celui qui gère le média, certes on a le photographe et vidéastes qui sont là avec nous. Celui qui gère le projet, il a ces personnes qui lui gèrent. Et celui qui gère la logistique. Ça nous arrive lorsque nous avons un événement qui demande d'avoir plusieurs mains. Et on est obligé de sous-traiter, pas de sous-traiter, mais d'ajouter d'autres personnes qui sont là comme des temporaires, juste pour nous aider à tenir l'événement. Donc, on a des personnes, on a des départements bien répartis pour chaque personne qui gère ses responsabilités. Mais quand il s'agit d'un très grand événement, nous sommes obligés d'associer d'autres personnes pour nous venir quand même à l'aide pour organiser l'événement. Bon, en train de chuter, quel conseil donneras-tu à des jeunes qui veulent suivre ton parcours? Je dirais de ne pas abandonner. Ok. Nous avons tous des rêves et ça nous arrive de douter que nous serons à mesure de le réaliser ou bien de l'atteindre. C'est très difficile, c'est qui est sûr, de commencer un projet Ok. et de l'amener jusqu'au bout. Comme on dit, c'est facile lorsque tu commences quelque chose, mais tu ne sais pas si tu vas arriver jusqu'à la fin. On a la maîtrise du début de quelque chose qu'on commence, mais on ne sait pas si on va arriver jusqu'à la fin. Tu vois, même pour l'émission, on sait qu'on a bien planifié. Ok. On sait que non, on va tourner, mais on ne sait pas si le courant va couper à la fin. Si ça va couper au milieu. Là, c'est la RDC. Voilà. La RDC a beaucoup de surprises. Nous Voilà. sommes au Congo, hein. Voilà. Les aléas techniques. Ça ne manque pas. Peut-être le micro peut couper, peut-être il y a Ça, c'est la quelque technique. chose. Ouais, Voilà. ouais. On planifie quelque chose Hmm. au départ, mais on ne sait pas si on va arriver jusqu'à la fin. Je dirais aux jeunes, je dirais à toutes ces personnes qui vont me suivre sur ce podcast, de ne pas abandonner. Ok. Le projet, on en a tous, mais avoir l'envie de le réaliser et d'arriver jusqu'au bout, c'est la motivation qui va te pousser à ne pas abandonner. Nous, on a commencé sur quelque chose qui était qui n'avait pas de forme, mais au fur et à mesure qu'on avance, Ok. Dieu est en train de nous accompagner. On est en train au moins de tracer un chemin et on voit le bout du tunnel. Donc c'est en quelques mots ce que je pourrais dire jeune et aussi demander à ces personnes qui accompagnent la jeunesse de ne pas abandonner, de ne pas fermer les portes à ces personnes qui viennent toquer à votre porte. Vous ne savez pas, peut-être vous êtes le canal de bénédiction pour quelqu'un, mais à cause de vous, il y a plusieurs projets qui n'ont pas vu le jour. À cause de telle personne qui n'a pas voulu recevoir tel projet, que beaucoup de gens ont enterré leur projet. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire pour ces jeunes, pour ces personnes qui vont nous suivre. Et j'espère simplement que ce podcast va bénir plusieurs personnes. Ok, mais il y a encore une question. Ouais. Hein. Ah, oui. Où te vois-tu dans 5 ans? Toujours dans l'événementiel ou plus loin encore? Je me vois dans l'événementiel, mais plus grand encore. Parce que je me vois pas simplement se limiter. Parce que déjà, African Photography Award se veut un événement continental. Ok. Au-delà de ça, il y a plusieurs projets que nous sommes en train de lancer, comme c'est qu'on lance les salons de l'auto, qui commencent déjà l'année prochaine. Alors, cet événement ne va pas simplement se limiter pour la ville de Kinshasa, ça va être étendu dans la plupart des provinces de notre ville. Ok. Et je me vois dans 5 ans
plus grand que ça. Je me vois dans 5 ans plus haut que ça. Je me vois dans 5 ans comme Dieu me voit. Voilà un peu. Un mot pour ceux qui te suivent depuis le début. Je souhaite juste dresser un message d'encouragement à toutes ces personnes qui se battent jour et nuit pour, pour, pour leurs rêves, pour ces rêves, pour chercher à sortir la tête quelque part. J'encourage toutes ces personnes-là, je donne beaucoup de force à toutes ces personnes qui croient en nous et qui espèrent que nous aussi on peut apporter quelque chose dans ce pays. J'ai, euh, J'adresse mes soutiens à toutes ces personnes qui sont aussi dans des moments difficiles parce que vous savez, être porteur d'un projet, c'est bien, mais arriver à les réaliser, c'est aussi mieux. Et quand on n'arrive pas atteindre ses objectifs, parfois on est déprimé, parfois on a du mal à, à se tenir. Alors j'encourage, j'envoie d'encouragement à toutes ces personnes. Je pense que avec le temps, les choses peuvent s'améliorer, de ne pas abandonner, de continuer à croire et de croire en Dieu, de croire à ses potentiels, de croire que demain peut être aussi meilleur pour toute personne. Voilà un peu ce que je peux dire pour les personnes qui nous ont suivis et j'espère que ces podcasts vont continuer et Ok. vous me verrez aussi prochainement encore pour parler de l'entrepreneuriat et tous les autres domaines. Ok, merci à ceux qui nous ont suivis depuis le début du podcast. Et j'aimerais vous demander de prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, de le recommander à vos... Parce que l'algorithme YouTube me révèle, en fait, me montre que la plupart de ceux qui suivent le podcast ne sont pas abonnés. Abonnez-vous massivement. Merci, portez-vous bien. À la prochaine. Peut-être vous serez le prochain invité. Écrivez-nous sur notre adresse email. Et voilà, le podcast Expérience vous attend à bras ouverts. Merci.